Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de votre magazine Discours au Peuple. Discours au Peuple, ça se passe à chaque instant dans des différentes plateformes ainsi que des chaînes partenaires. Nous sommes déjà en place pour vous présenter ces magazines qui passent en revue toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un habitué de ces magazines, Maître Caleb Banza, qui est avec nous. Il est cadre au sein du Front commun pour le Congo. Maître Caleb, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Johnny, pour l'opportunité que vous nous offrez de discuter des questions du pays. Et je vous salue aussi et merci pour l'invitation encore une fois. Merci beaucoup, Maître Caleb. Nous commençons par les commencements. C'est l'actualité l'oblige. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, dernièrement, il y a eu une communication importante venant du gouvernement de la République pour décrier l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le groupe terroriste du M23. Comment avez-vous trouvé cette communication venant du gouvernement de la République qui affirme que ce serait le Rwanda qui parraine les mouvements terroristes du M23? Oui, merci. Nous avons suivi la communication du gouvernement. Nous reconnaissons que le gouvernement a la bonne volonté de mettre fin aux crises qui sévissent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et je pense que ce n'est pas une innovation dans cette communication lorsque le gouvernement fait état de la participation du Rwanda dans cette crise géopolitique et géostratégique à l'est de notre pays, puisque déjà en 2013, et même un peu avant, les organismes internationaux avaient indexé le soutien du Rwanda au M23, que ce soit d'ordre politique, économique et même logistique ou militaire. Et donc ici, c'est bien que ce régime en place, celui du président Tshisekedi, se soit rendu compte que réellement, de la même manière que sous Joseph Kabila, les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda n'étaient pas chaleureuses, que aussi il faille tenir compte du fait que les intérêts du Rwanda par rapport au Congo sont différents. Puisque aujourd'hui, le Rwanda, nous le savons, nous l'avions même appris plusieurs fois à travers des forums ou même à travers des enseignements, que le Rwanda est parmi les plus importants exportateurs de coltan, alors que ce minerai n'existe presque pas chez eux. Il existe spécialement dans notre pays, ce qui viendrait à comprendre que ce sont des minéraux qui sont exploités au sein de notre territoire, mais qui sont exportés par un pays et ils en tirent les bénéfices en termes de devises, en termes de stabilité économique, ainsi de suite. Et donc c'est quand même aujourd'hui un défi qui perdure. C'est un défi qui perdure puisque notre pays, depuis plusieurs années, continue à souffrir de cette crise sécuritaire qui déstabilise même l'économie de notre pays, qui déstabilise même, comment dirais-je, l'aspect social du peuple congolais. Et cette crise a des répercussions sur le plan international. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la RDC est considérée comme un pays qui est continuellement en guerre et les investisseurs qui peuvent vouloir bien venir investir en RDC estiment que c'est un pays qui est constamment déstabilisé. Et il vaut mieux aller investir ailleurs qu'investir dans un pays instable comme le nôtre. Et donc le défi du gouvernement, puisque c'est ça que la Constitution leur donne comme responsabilité, celle de répondre aux préoccupations ou bien aux problèmes du peuple congolais, le défi doit être relevé et nous prions pour ce gouvernement, nous prions aussi pour le président de la République, qui est selon notre Constitution le garant de la Constitution, de sorte à ce qu'ils arrivent à trouver une solution, même si nous ne sommes pas très d'accord avec l'approche qu'ils sont en train de développer, comme quoi nous devons, nous en tant qu'État souverain, dépendre des États voisins pour défendre le territoire national congolais. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Maître, quand même, vous êtes reconnaissant que c'est avec l'actuel régime que l'on a eu à indexer comme ça
publiquement, solennellement, le Rwanda comme étant l'agresseur ou les parrains des groupes terroristes du M23? Bon, moi, vous savez, je ne suis pas subjectif ou je ne veux pas être dans une réflexion de bas niveau ou d'une réflexion populaire. Or, nous savons que la masse n'a pas d'âme, puisque juridiquement, d'un point de vue international, le 1-23 est une rébellion. C'est vrai qu'il y a des rapports internationaux qui ont fait état du fait que le 1-23 a été soutenu par le Rwanda, mais sur le plan de droit, le 1-23 reste une rébellion, bien qu'elle soit soutenue par un pays étranger. Nous avions vu dans ce pays l'AFDL qui a mis fin à la dictature du président Mobutu. Sur le plan international, l'AFDL était reconnue comme une rébellion. Donc là, vous mettez en cause l'affirmation du gouvernement de qualifier ces mouvements comme étant un mouvement terroriste? Non, c'est certes un mouvement terroriste puisqu'ils ont commencé à s'attaquer aux civils. Lorsque l'on massacre les civils, je pense que ce n'est pas reconnu par la Convention des droits de l'homme. Et là, on peut être taxé de mouvement terroriste. Je soutiens que, compte tenu des exactions, le 1-23 est un mouvement terroriste. Mais un mouvement terroriste qui devrait mieux être géré par la République démocratique du Congo et ses forces loyalistes. Je ne reconnais pas un peu la nécessité ici pour le Congo de recourir au Rwanda alors que nous avons une armée loyaliste qui avait déjà mis fin au 1-23 en 2013 lorsque Joseph Kabila était président. Lorsque Joseph Kabila a mis fin au 1-23, il était président, c'était toujours avec la même armée. Pourquoi nous devons nous sentir obligés d'aller appeler le Rwanda, d'aller parler à Museveni pour qu'il vienne intervenir alors que les mêmes causes produisent les mêmes effets et on peut utiliser les mêmes solutions comme celles qui avaient été utilisées sous Joseph Kabila? Je pense que c'est un faux débat. C'est bien que c'est bien d'avoir indexé, ça va peut-être satisfaire les Congolais qui ont une haine contre les Rwandais pour dire que finalement on les a indexés. Mais c'est quand même drôle que d'indexer le Rwanda et de retourner encore une fois vers le Rwanda pour demander à ce dernier de nous venir en aide. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Le chef de l'État a, dans un message à la nation, expliqué qu'il a catégoriquement refusé que le Rwanda ne puisse pas faire partie de la force régionale, devant plutôt faire échec aux groupes terroristes qui seront déployés d'ici là. Mais oui, mais lorsque le chef de l'État le dit, c'est quand il y a la conclusion au niveau de la réunion des États de l'Afrique de l'Est. Mais quelques jours après, c'est le même Rwanda qu'il va rencontrer en Angola, n'est-ce pas? J'aimerais dire ici, puisqu'il s'agit du 1-23, que Joseph Kabila a mis fin au 1-23 en 2013, avec la même armée congolaise, qui était l'une des plus importantes d'Afrique. Il n'a pas eu besoin d'aller vendre la souveraineté du Congo au Rwanda. Il n'a pas eu besoin d'aller ramper vers Museveni. Joseph Kabila a fait respecter ce pays. Il a redonné à ce pays de la dignité en mettant fin au 1-23 seul. N'est-ce pas? Et Joseph Kabila, pour cette dignité, a permis aussi au Congo d'organiser les élections seul. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes en train de régresser parce que le président Tshisekedi veut bien, ou le régime d'aujourd'hui veut bien indexer le Rwanda. On veut bien citer aussi dans certains rapports internationaux l'Ouganda. Mais ce sont les mêmes pays que nous allons chercher pour qu'ils viennent mettre fin à un problème qui se trouve au sein de notre territoire national. C'est inconcevable. Je pense que c'est une faiblesse et il faudrait dire la vérité au peuple pour dire que c'est une faille. Sur le plan international, nous ne serons pas pris au sérieux si nous indexons un pays et nous comptons sur ce même pays-là pour qu'il vienne répondre aux problèmes que nous sommes en train de rencontrer. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. Discours au peuple, c'est ces magazines qui passent à l'instant sur différentes plateformes Internet ainsi que YouTube. Maître Caleb, pas plus qu'hier, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, a déclaré tout haut que l'M23 est loin d'être appelée une rébellion. Elle a un statut d'une armée conventionnelle.
Donc, c'est-à-dire, elle bénéficie de beaucoup d'appuis logistiques venant de part et d'autre avec des armes sophistiquées. Et cela met en difficulté la MONUSCO à pouvoir aussi attaquer ou mener de l'offensive vis-à-vis de ces mouvements rebelles. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi par rapport à la résurgence, par rapport à des stratégies qui sont multipliées par ces groupes terroristes, et cela a fait en sorte que l'armée congolaise, qui continue à être sous embargo par rapport à l'importation des armes, c'est ça même qui justifierait cette puissance ou cette résistance du M23 sur terrain? Moi, je pense que nous sommes dans une période mondiale très stratégique et très complexe, puisque vous verrez que l'économie européenne est presque en train de s'effondrer avec la crise qu'il y a autour de l'Ukraine. Et donc, les influences internationales sont vraiment en train de changer. Et heureusement pour le Congo, ou peut-être aussi malheureusement, le Congo se trouve être au centre de tous les enjeux du monde. Pourquoi ? Parce que le Congo a toutes ses potentialités nécessaires dans le monde où l'humanité a besoin pour basculer vers la transition énergétique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le pétrole, le carburant, puisque aujourd'hui le carburant devient très cher, c'est partout au monde. Mais le Congo, alors que plusieurs multinationales sont en train de se tourner vers l'énergie électrique, le Congo a tous les minéraux dont il faut, notamment dans la partie orientale. On cite le cobalt, on cite le coltan particulièrement, et même le lithium. Ici dans le Katanga, il y en a aussi, qui sont des minéraux nécessaires pour permettre au monde d'apporter une énergie propre. Si le Moyen-Orient a été longtemps riche en pétrole et que ce pétrole en a fait la prospérité pour certains et en a fait aussi le malheur pour d'autres comme l'Irak ou l'Afghanistan, aujourd'hui, il ne s'agira plus du pétrole puisque le pétrole n'est plus une source d'énergie propre. Avec les défis climatiques dont fait face le monde a besoin d'énergie propre. Or, ces minéraux se trouvent au Congo. Et donc, moi, je crains que nous ne soyons exposés à une crise mondiale qui va affecter non seulement notre stabilité politique, mais notre sécurité ainsi que notre paix sociale, puisque nous sommes incapables de rassurer les partenaires internationaux, mais alors que pour la survie de l'humanité, le monde a besoin des minéraux qui se trouvent chez nous. Vous allez parler du M23, que la MONUSCO semble se retirer, mais la même MONUSCO en 2013, lorsque le FARDC a mis fin, n'est-ce pas, à ce même groupe M23, avait apporté un soutien technique à l'armée congolaise. Mais maintenant que nous sommes en train de lutter, pourquoi c'est la même MONUSCO, qui est une force internationale militaire, ne veut plus nous accompagner et préfère laver les mains et de manière officielle? Je pense que c'est parce que, de manière politique, nous avons été incapables de rassurer. Et donc, je pense que toute la solution autour de cette affaire doit d'abord partir du Congo. Si nous devons compter sur la MONUSCO, que pas plus tard qu'il y a quelques années, dont nous ne voulons plus à l'intérieur de notre territoire, n'espérons pas compter sur les forces loyalistes étrangères, parce que le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie n'ont pas les minéraux qu'il y a chez nous. Eux aussi comptent sur ces minéraux. Et donc ici, il s'agit d'abord d'un conflit d'intérêts autour des matières stratégiques. Et il faut savoir que ces mêmes matières stratégiques ont toujours été la source de toutes les guerres dans le monde. En Libye, c'était le pétrole de Libye. Mais au Congo, de quoi s'agit-il? Ce n'est plus un secret qu'il y a toujours des multinationales derrière la guerre qu'il y a à l'est du Congo. Comment expliquer qu'un groupe rebelle qui a été mis en déroute en 2013 doit revenir en novembre 2021? Pour la simple raison, on n'était pas respecté. Il n'est pas question d'accord. Il n'est pas question d'accord parce que nous devons être capables d'abord de nous organiser. On parle de la République démocratique du Congo. Comment ces armes peuvent quitter le Rwanda et accéder au territoire national congolais? Ça veut tout simplement dire que nous ne savons pas contrôler nos frontières. Si nous savions contrôler nos frontières avec les services qui sont en place,
comme les services de renseignement, les services de sécurité de diverses catégories, nous aurions pu intercepter des cargaisons d'armes. Nous sommes un pays gigantesque, à une dimension continentale. C'est pour ça que certains développent même des théories de balkanisation, puisqu'ils estiment que les Congolais sont incapables de gérer leur territoire. Le pays est trop grand pour eux. Mais nous ne sommes pas... À l'époque de Joseph Kabila, on a décrié la même situation, Maître Calais. Oui, on a décrié la même situation, mais on parle de quoi? On parle du M23. Si vous me citez l'époque de Joseph Kabila, je vous dirais que de 2013 à 2019, lorsqu'il a passé le bâton de commandement au président Félix Tshisekedi, on n'a plus parlé de M23 sous Joseph Kabila. Et Joseph Kabila n'a pas eu besoin de la force ougandaise pour venir mettre fin à une quelconque rébellion. On a parlé sous Joseph Kabila de l'opération Sokola qui a été un succès. Joseph Kabila n'a pas eu besoin de Museveni, il n'a pas eu besoin du Rwanda ou du Kenya pour mettre fin à la rébellion du M23 ou aux autres rébellions. C'est vrai qu'il y avait toujours... Dundala en avait payé les prix. Mais c'est ça, c'est pour ça que Mamadou Ndala, qui est le commandant de cette opération à l'est du pays, est un héros pour nous qui le connaissons ou qui avons suivi son parcours, n'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas que Mamadou Ndala. Mais on a tous ces soldats, indexé en son temps les régimes Kabila d'être à la ce sont les mêmes qui étaient dans l'opposition hier, qui disaient que Kabila était rwandais, mais qui pourtant, lorsqu'ils sont venus au pouvoir, ont applaudi pour Kagame au stade de martyr, qui étaient les mêmes à indexer le régime de Kabila pour la mort de l'héros Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a donné sa vie pour ce pays. Il n'est pas le seul, il est peut-être le commandant de plusieurs autres militaires qui ont aussi payé de leur vie pour la sécurité. Vous n'allez pas me dire que Mamadou Ndala était un super-héros qui faisait tout seul. Il y a des gens avant lui qui sont décédés au combat, mais lui avait le bénéfice de gérer cette stratégie et de commander des troupes. Et donc il n'est pas seul, n'est-ce pas? Mais l'honneur va à qui? L'honneur va à la République démocratique du Congo, puisqu'il s'agit de l'armée qui, du reste, est apolitique. Mais donc, si en RDC, nous avions déjà pu réussir et mettre en déroute ce groupe rebelle, je pense que nous sommes un pays capable. Je pense que dans l'armée, il y a des éléments importants. Il est important aussi pour le gouvernement de se concentrer avec des moyens conséquents. Et pour revenir sur l'embargo, cet embargo, c'est à confusion que les gens parlent de cet embargo, puisque Joseph Kabila, pendant qu'il était président de la République, a pu acheter des armes. Nous les avons vus lors de plusieurs défilés, comme lors du défilé du cinquantenaire. Il y avait des armes qui avaient été nouvellement acquises, qui étaient achetées par Joseph Kabila. L'embargo sous lequel nous sommes depuis 2008 est différent de l'embargo qui a existé lors de l'époque de la transition, parce que cet embargo de la transition devait éviter que toute arme soit vendue, quelle qu'elle soit, sur le territoire pour des clients du territoire congolais, parce qu'il y avait plusieurs rébellions qui avaient déchiré le pays. Mais en 2008, juste après justement les élections de 2006, qui venaient d'instaurer un cadre institutionnel stable, un pays existait désormais en République démocratique du Congo, parce que nous avions une assemblée nationale composée des élus du peuple, toutes les institutions étaient, comment dirais-je, légitimes. L'embargo est tombé et c'est resté un embargo d'information. Ça veut dire que lorsque la République démocratique du Congo doit acheter des armes, il doit faire signe aux Nations Unies pour que les Nations Unies sachent c'est quelle catégorie d'armes que la RDC a acquise. Et donc on ne peut pas parler d'embargo comme une raison ici quelconque. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est que le pouvoir en place réfléchisse sur les stratégies, les voies et moyens de mettre fin à cette rébellion. Ils en ont les moyens. On nous a parlé des réserves d'échange, on nous parle de beaucoup de chiffres. Nous aimerions aussi que ce régime qui a donné plusieurs véhicules aux députés qui valent plusieurs millions de dollars, on a parlé de plus de 300 millions de dollars qui se seraient évaporés autour du programme 100 jours. Mais pourquoi pas mettre de l'argent, des moyens conséquents pour d'abord
améliorer la situation salariale des militaires, de sorte à ce qu'ils soient motivés, puisque lorsqu'ils vont au front, ils ne sont pas sûrs de revoir leur famille. Qu'est-ce que le gouvernement a planifié pour que les enfants des militaires qui vont mourir au front, n'est-ce pas, soient pris en charge par l'État? Je pense que ça pourrait booster un peu la motivation de nos militaires, de sorte à ce que même nous, jeunes qui sommes appelés à nous enrôler dans l'armée, que nous sachions que lorsque nous allons au sein de l'armée pour aller nous battre pour notre pays ne va pas nous oublier. Vous voyez, vous-même, vous avez cité Mamadou Ndala, mais il n'y a pas que Mamadou Ndala qui est décédé, il y en a plusieurs qui sont décédés, mais ils sont inconnus du pouvoir, inconnus du peuple congolais. Alors que ce sont des héros, comme on le voit aux États-Unis ou en France, lorsque un Français meurt en dehors de son territoire ou même dans son pays, on l'honore parce qu'il a donné de sa vie pour le pays, mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Et donc je pense qu'il y a des réformes sur le plan de la politique militaire de notre pays qui devraient intervenir aussi sur le plan de la politique étrangère, puisque cette guerre, ça semble être une guerre asymétrique, puisqu'il y aurait des multinationales sur le plan géostratégique qui soutiendraient un peu les pays voisins, puisque c'est par ces pays voisins qu'ils arrivent à obtenir les minéraux. Alors, le Congo doit repenser sa politique étrangère pour voir comment nous pouvons, cette fois-là, éviter la guerre, mais bénéficier des minéraux que nous avons, tout en apportant la paix et le développement au pays. Caleb, pour chuter, peut-être, vous avez suivi en long et à large le déroulement du procès 100 jours. Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était parmi les prévenus dans ces procès. Il était condamné au premier degré, second degré, mais lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la Cour de cassation, cela a été renvoyé encore une fois au niveau de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Plus tard, Vital Kamerhe a été blanchi et acquitté même par la justice. Comment avez-vous trouvé cette décision? Oui, pour moi, c'est une décision juste puisque, dès le départ, personnellement, je n'avais jamais cautionné la condamnation de Vital Kamerhe pour la simple raison que, comme c'est une matière pénale, j'ai appris à l'université de Lubumbashi que le droit pénal est de stricte application. Et donc, pour condamner quelqu'un sous une peine ou sous le code pénal, il faut s'assurer que tous les éléments constitutifs de l'infraction existent. Mais pour le cas de Vital Kamerhe, puisqu'il s'agissait de détournement, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, réunion de tous les éléments constitutifs, de sorte à ce que ça lui permette d'être condamné. C'est comme ça qu'il y a une certaine opinion publique, ou même politique, qui estimait que le procès contre Vital Kamerhe était un procès politique ou politisé. Et aujourd'hui, pour un homme qui a été condamné à 20 ans de prison, qu'il soit totalement acquitté, et la motivation de cette décision est qu'il n'y a pas de preuves. On comprend combien on nous a emballés dans une saga judiciaire qui étale un peu la légèreté du système judiciaire congolais, et nous espérons qu'avec la génération politique à venir, les choses pourraient s'améliorer, puisque on a voulu humilier un homme, mais en réalité c'est tout le système juridique que l'on vient d'humilier, surtout que le procès était public. Donc nous, personnellement, moi en tant que juriste, j'ai pu voir les irrégularités qui ont existé lors de la condamnation de Vital Kamerhe, et aujourd'hui son acquittement vient tout simplement confirmer qu'il était innocent. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il y a quand même eu détournement. Et aujourd'hui, le programme 100 jours, c'était encore une fois une bonne volonté pour le président de la République de montrer au peuple congolais qu'il veut bien changer les choses. Mais pour n'avoir pas respecté la procédure constitutionnelle, pour avoir voulu gérer un programme au sein de la présidence, alors que c'est le gouvernement seul, selon notre constitution, qui peut exécuter des programmes, eh bien, la RDC a perdu plusieurs millions pour la simple raison que tout a voulu être géré par l'UDPS, par la présidence de la République, et c'est le malheur que nous continuons à subir aujourd'hui. Conséquence, plusieurs millions du peuple congolais se sont envolés, mais aucune personne n'est coupable. Et ça nous fait très mal, parce que cet argent,
aurait pu servir au pays de renforcer. Il n'y a pas eu des arrestations ou des interpellations pareilles lorsqu'on parlait des détournements des deniers publics, maître. Oui, vous parlez de l'époque de Joseph Kabila où il n'y a pas eu du spectacle. C'est ce que vous voulez nous dire. Puisque toutes les personnes qui ont été filmées, qui ont été arrêtées dans ce régime, aujourd'hui sont libres. Ça fait mal. À quoi bon les arrêter lorsqu'ils ont réellement volé, si vous dites qu'ils ont volé, n'est-ce pas? Mais cet argent, quand vous les libérez, n'est pas retrouvé. C'est la République qui perd. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, dans ce pays, on peut être ministre. Si on appartient à une plateforme politique, il suffit tout simplement, n'est-ce pas, de voler, mais d'appartenir à un parti politique au pouvoir ou à une plateforme politique au pouvoir. Et demain, on vous blanchit, mais vous gardez votre argent. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Juste chuter pour dire que cet argent qui s'est évaporé, puisqu'aujourd'hui Vital Kamerhe est libre, je soutiens sa libération parce que, à mon sens, sur le plan du droit, il n'était pas coupable. Mais si l'argent réellement a disparu, cet argent aurait pu permettre à notre pays de soutenir notre armée, de soutenir les militaires qui sont en train de se battre jour et nuit au prix de leur vie pour défendre le territoire national. Et malheureusement, nous sommes toujours en train de faire du surplace. Si pas, nous sommes en train de reculer parce que nous commençons à compter sur les pays voisins pour nous défendre alors que nous sommes, depuis 1960, déclarés comme un État indépendant et souverain conformément à la Constitution de 2006. Espérons que Dieu va nous aider à écouter nos prières pour qu'il donne l'intelligence et la sagesse au gouvernement en place ainsi qu'au président de la République pour qu'ils arrivent à relever ce défi qui n'est pas facile puisque nous tous, nous sommes Congolais malgré nos différences politiques. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.